Premier John Kiriakou, ex-agent de la C-1A, a révélé lors d'une interview à American Broadcasting Company, News États-Unis, avoir participé à la capture d'Abu Zubaydah, accusé d'être le principal conseiller d'Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, ainsi que les actes de torture pratiqués par la CIA dans ses sites noirs secrets. Cela a eu un grand impact sur sa carrière, il a été exclu de la CIA et condamné par la suite. Le seul Américain à ce jour emprisonné est condamné pour avoir révélé l'identité d'un agent infiltré. Sans entrer dans les détails, car ce n'est pas notre objectif. Ce qui importe, c'est ce qu'il raconte sur les coulisses des réunions de préparation à la guerre en Irak, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ces révélations dans un podcast là-bas aux États-Unis nous donnent une vision très importante du contexte géopolitique, de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous vos proches, pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer de grandir. Votre soutien est très important. Je suis Géopolitique Mondiale, bienvenue sur la chaîne. L'ancien agent de la CIA John Kiriakou avait une grande importance au sein de l'agence d'espionnage américaine. Grâce à sa vaste expérience au Moyen-Orient, bien avant le 11 septembre, et à sa participation à la capture d'importants membres d'Al-Qaïda. Pour cette raison, il a été dans les coulisses de plusieurs réunions de haut niveau impliquant la planification des opérations de la CIA et de la guerre en Irak. Mais la question qu'il soulève autour de ces réunions est très importante pour nous donner une idée de ce qu'était le véritable plan des États-Unis en Irak et après l'Irak. Donc, c'est l'été de quelle année? 2002 à ce moment-là. Où tu rentres chez toi. Oui, Abu Zubaydah est envoyé sur son premier site noir où nous reviendrons sûrement. Donc, tu rentres chez toi cet été-là et quel a été ton rôle dans ou comment la planification de la guerre en Irak a-t-elle commencé? Au centre antiterroriste, tout le monde était tellement excité à propos d'Abu Zubaydah et je suis rentré chez moi. C'était tellement drôle. Mon premier jour de retour au bureau. Je tape la combinaison pour entrer dans la chambre forte. J'ouvre la porte et j'entre. Qu'est-ce que la chambre forte? Chaque bureau à la CIA est comme une chambre forte de banque. Donc, il faut des combinaisons, parfois plusieurs, pour entrer parce que ce sont toutes des zones sécurisées. Donc, je fais ma combinaison pour entrer. J'entre et quelques-uns des gars me voient et l'un d'eux fait ce geste. Et j'ai dit non, c'était un travail d'équipe. Il me dit, mec, t'es mon héros. J'ai répondu non. Et mon patron arrive. Il me dit, oh mon Dieu, t'es une légende. Et je ne savais rien de ce qui se passait au siège. J'étais tellement occupé au Pakistan. Il m'a dit que le directeur adjoint voulait me voir. J'ai répondu, vraiment. Jim Pavot. Oui, j'ai dit, cool, content d'avoir mis une cravate. Alors je monte au bureau de Pavot. Et il m'a dit, je veux juste te serrer la main. Merci pour ce que tu as fait au Pakistan. Et il a dit, nous voulons t'offrir un nouveau poste. Nous voulons que tu sois chef du contre-espionnage à la station Alex, l'unité Oussama Ben Laden. Donc, ce poste me mettait en charge d'essayer de débusquer les taupes d'Al-Qaïda qui tentaient d'identifier les agents de la CIA. C'est un travail vraiment difficile, crois-moi. Je n'ai fait ça que pendant 6 semaines parce que mon chef de poste au Pakistan, grâce à la capture d'Abu Zubaydah, a été promu directeur adjoint associé des opérations. Donc, il m'appelle. Tu veux un boulot? Je réponds non, je viens d'en trouver un. Ils m'ont mis à la tête du contre-espionnage pour la station Alex. Il a dit, on m'a nommé directeur adjoint associé. Il a ajouté, je veux que tu sois assistant de direction au 7e étage. J'ai dit, oh c'est fait, c'est fait. José Rodriguez était tellement en colère contre moi, il ne m'a jamais pardonné pour ça. Il m'a ignoré pour une promotion, affirmant que j'avais montré un manque d'engagement envers la lutte antiterroriste. Tu peux imaginer? Parce que j'ai quitté le bureau de la lutte antiterroriste pour monter à l'étage de la direction.
Donc, je m'en fichais. Et puis, le directeur adjoint m'a quand même promu malgré les objections de José. Donc, mon premier jour au travail était le lundi suivant. Je suis arrivé et j'ai dit « D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et il m'a répondu « En fait, je ne peux pas te le dire. Tu dois aller dans cette pièce au 6e étage, il y a des accords de confidentialité à signer et ensuite, on te dira ce qu'on fait. » Et j'ai dit « D'accord. » Alors, je suis allé au 6e étage et j'ai frappé à la porte. Et je connaissais le gars qui m'a dit d'entrer. J'ai dit « Salut, qui es-tu? Que fais-tu » Il a répondu « Tu es le nouvel assistant de direction. » Waouh, tu t'es vraiment tracé un sacré chemin. J'ai dit « Oui, j'ai eu de la chance. » Le Pakistan était totalement positif. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il a dit « Pourquoi ne pas signer d'abord, puis je t'expliquerai. » Donc, il y en avait 6 et j'ai signé 6 accords de confidentialité disant que je ne révélerai jamais ce que je vais apprendre, à moins que ce ne soit déclassifié, ce qui a été fait. Alors, j'ai signé, je dis « D'accord, qu'est-ce qu'il se passe ?» Et il me dit « Eh bien, nous sommes en mai 2002. » 2002, il dit « L'année prochaine, en février, nous allons envahir l'Irak. Nous allons renverser Saddam Hussein et nous allons ouvrir la plus grande base aérienne du monde afin de pouvoir déplacer tous nos moyens aériens hors d'Arabie Saoudite et priver Oussama Ben Laden de la possibilité de dire que nous polluons la terre des 2 saintes mosquées. J'étais stupéfait et tout ce que j'ai pu balbutier, c'est « mais nous n'avons pas encore attrapé Ben Laden ». À noter d'abord, l'invasion de l'Irak visait en fait à déplacer la présence militaire américaine d'Arabie Saoudite vers l'Irak. En partie parce que cela permettrait d'apaiser les tensions avec la communauté islamique et aussi l'image d'occupation étrangère en Arabie Saoudite, où se trouvent les lieux saints de Tsitat, les saints de l'islam par exemple. La Mecque. Ced, mon pote, la décision a été prise et les lignes de front ont été tracées, a-t-il dit. Il a dit que la CIA s'y oppose, le département d'État s'y oppose et les chefs d'état-major s'y opposent. Mais ceux qui sont pour, ce sont l'Office of the Vice President, le bureau du vice-président, l'Office of the Secretary of Defense, le bureau du secrétaire à la défense et le Conseil de sécurité nationale. Et j'ai dit, donc, la décision a été prise? Il a dit, la décision a été prise. Ici, il est intéressant de voir comment il y avait cette division politique interne au sein du gouvernement américain. Les militaires, la CIA et le département d'État, l'équivalent brésilien du ministère des Relations extérieures, s'opposaient à l'attaque contre l'Irak. C'était une décision prise de haut en bas et sans consultation de la part du secrétaire à la Défense, qui à l'époque était Donald Rumsfeld, et du vice-président Dick Cheney, le vice du président américain de l'époque, George W. Bush. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'était lui le véritable président, en fait, Dick Cheney. Les décisions stratégiques du pays étaient prises par lui et non par George W. Bush, qui, contrairement à son père, George Bush, qui avait été directeur de la CIA, était un dirigeant dépourvu de leadership ou de sagacité pour le poste, laissant les sujets moins intéressants, disons, à Dick Cheney à résoudre. Sauf que ces sujets moins intéressants étaient injustement les plus importants de la nation. Alors je redescends et le patron dit « Alors, tu es prêt ?» Et j'ai dit « Ils sont fous ou quoi ?» Et il a répondu « Oui, ils le sont. Mais nous ne sommes pas une agence de politique, nous sommes une agence de soutien. Et s'ils nous disent d'envahir l'Irak et de renverser Saddam Hussein, c'est ce que nous allons faire. Et donc, c'est sur cela que nous avons travaillé jusqu'à ce que nous envahissions l'Irak et renversions Saddam Hussein. » Donc, tenant était directeur alors, non? Oui, et tu n'as pas. Je ne sais pas si c'était le même jour, mais je suis passé devant son bureau et je l'ai vu faire un petit projet artistique. Ah, ce n'était pas le cas. Tenant. D'accord. Je suis monté jusqu'à là. C'était le chef de quelque chose appelé le groupe des opérations en Irak. Je devais récupérer un dossier d'information. Il y avait une réunion des principaux responsables. La réunion des principaux responsables, c'est une réunion de politique présidée par le vice-président.
Et il y a le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État, le conseiller à la sécurité nationale, le directeur de la CIA, le directeur de l'Agence de sécurité nationale, ainsi que le président et le vice-président des chefs d'état-major interarmés. Donc, je suis allé chercher le livre et le chef des opérations en Irak, il est assis avec une feuille et ses crayons Crayola. Comment tu appelles ça? Les crayons? Non, pas les crayons, mais les feutres magiques. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, je suis en train de dessiner le nouveau drapeau irakien. J'ai demandé, les Irakiens ne devraient-ils pas créer leur nouveau drapeau? Il me répond, je ne sais pas, je pensais le faire moi-même. Et j'ai dit, tu utilises les couleurs du drapeau israélien. Voilà ce qui arrive quand ils mettent un gars mexicain à la tête du groupe des opérations en Irak. J'ai dit, mon pote, le drapeau irakien, c'est... Les couleurs qu'il a, c'est pour une raison, non? Il faut du vert parce que ça représente l'islam. Il faut du rouge parce que ça représente les minorités ethniques, non? Il faut avoir les 3 étoiles parce que ça représente les sunnites, les chiites et les kurdes. Tu ne peux pas simplement prendre le drapeau israélien et le modifier un peu. Heureusement, rien n'en est jamais sorti. Mais ils étaient sérieux, c'était même pire. ISO. Ici aussi, cela démontre l'absurdité et l'énorme manque de connaissances sur la situation et sur ce qu'était l'Irak également. Parce que cela impressionne, ce manque de connaissances culturelles et historiques. Et ce n'est pas une nouveauté pour la CIA, car cela a aussi été un problème au Vietnam. Ils ne connaissaient tout simplement rien des Vietnamiens et, par conséquent, ils ne savaient pas comment ils pensaient ni ce qu'ils voulaient réellement. C'est un fondement mais vraiment très important dans le domaine du renseignement. Cependant, en plus du redéploiement des forces militaires d'Arabie Saoudite, il y avait un autre processus dans ce plan, qui est la partie vraiment intéressante. L'objectif final, selon Kyriakou, n'était pas l'Irak. C'est devenu bien pire que ça. Comment ça? Les gens prenaient-ils trop la grosse tête? La veille du passage de la frontière, il y a eu une dernière réunion. On appelle ça une réunion d'ordre de bataille. Je les ai toujours détestés, car je ne suis pas analyste militaire. Je me fiche totalement de l'emplacement des éléments du 5e corps d'armée par rapport à la 3e division d'infanterie. Je m'en fiche, d'accord? Laissons les généraux régler ça. J'ai confiance en leur jugement. Tu n'as pas besoin de me dire où se trouve la 23e division d'infanterie montée, ça m'est égal. Alors Georges m'a demandé d'être le secrétaire de cette réunion. Georges Tennant, le directeur de la CIA, m'a demandé d'être le secrétaire. Et la réunion était présidée par le vice-président. Donc c'était Cheney et ses gars comme Scooter, Libby et quelques autres personnes. Condi Rice, Colin Powell, le président et le vice-président des chefs d'état-major interarmés, Don Rumsfeld, le suppléant de Condi. Hadley, Steve Hadley, j'avais oublié son prénom, mais il était là. Ensuite, le général, dont j'ai oublié le nom, commandait le United States Central Command à l'époque. Il avait remplacé, vous savez, Schwarzkopf et Orr et tous ces autres qui étaient venus après le général Schwarzkopf. Était-ce Taylor? Peut-être Taylor, je ne me souviens plus. Cheney débute la réunion. Général, pourquoi ne pas nous donner l'ordre de bataille? Je me dis... Donc je suis assis. Georges est à la tête d'une table de salle de conférence et tout le monde est sur un écran de télévision, n'est-ce pas? Et le micro de Georges est juste devant lui. Et il est juste assis là comme ça et je suis assis directement derrière son épaule droite en train de prendre des notes. Donc, on est assis là et ils sont comme la 5e armée. Le corps est dans cette position et le 23e régiment d'infanterie est ici. Ils iront au nord, celui-ci à l'ouest, celui-là au sud et blablabla, blablabla. Et j'écris tout ça. Et puis le général dit, si tout se passe comme prévu, nous pourrons être à Téhéran d'ici août. Georges est assis là, puis il se penche en avant et éteint son micro. Et il a dit Bagdad ou il a dit Téhéran? J'ai demandé, il a dit Téhéran? Et Georges dit,
Ces gens sont-ils perdu la tête? Et puis, il rallume le micro et il s'assoit simplement. Donc, je prends toutes les notes. Un membre du Conseil de sécurité nationale a dit, à la frontière, ils nous lanceront des fleurs. Et je l'ai noté. Après la réunion, je retourne voir le directeur adjoint qui me demande comment cela s'est passé. Et j'ai dit, saviez-vous que nous allions envahir l'Iran? Et il répond, oh, ils parlent encore de ça. Et j'ai dit, oui, ils ont dit qu'on pourrait être en Iran d'ici août. Et il répond, écoute, on n'envahit pas l'Iran. On ne va probablement même pas réussir en Irak. Mais ces types ne savent rien du Moyen-Orient, rien du tout. Nous n'allons pas envahir l'Iran. Ils en parlent comme s'ils savaient de quoi ils parlent, mais ils n'y connaissent en rien. Je dis, d'accord, j'espère que tu as raison. Et effectivement, on s'est enlisé en Irak, on n'est jamais allé près de l'Iran. Comme tu l'as dit, c'est pendant la guerre mondiale contre le terrorisme. Oui, exactement, en plein dedans. L'attention est portée sur Ben Laden et Al-Qaïda. Tenez, n'est pas emballé. L'Irak, N'est-ce pas? mais l'impulsion pour aller de l'avant vient de Cheney et de quelques autres personnes que tu viens de mentionner. Oh, il y avait quelqu'un qui fournissait à Cheney des informations pour étayer ses affirmations selon lesquelles Saddam possédait des armes de destruction massive. C'est exact. Chalabi. Ahmed Chalabi. Qui est-il? J'ai toujours détesté ce type. Dès notre première rencontre, il m'a paru être un vendeur de voitures d'occasion véreux. Ahmed Chalabi était un kurde chiite musulman irakien, ce qui faisait de lui l'un des rares, à peine 0,5% de la population irakienne. Il a quitté l'Irak enfant. En 1964, ses parents se sont enfuis en Jordanie. Et Chalabi est allé à l'école à Londres et est devenu un banquier assez en vue. Mais il était aussi un escroc et un criminel. Et donc, il a ouvert une banque en Jordanie qui était spécifiquement destinée à répondre aux besoins des réfugiés irakiens. C'était une chaîne de Ponzi. Il a volé tout leur argent, soit 36 millions de dollars selon un témoignage. Il s'est échappé dans le coffre de la voiture de sa secrétaire à travers la frontière vers la Syrie, puis de la Syrie, il s'est rendu à Londres. En Jordanie, ils ont porté plainte contre lui, l'ont reconnu coupable par contumace et l'ont condamné à 30 ans de prison. Mais Chalabi a réussi à convaincre les néoconservateurs du Parti républicain qu'il était la seule personne capable d'unir l'Irak et qu'il devait être le président de l'Irak et que les États-Unis devaient l'installer comme président de l'Irak. Donc, après la première guerre du Golfe, l'administration de George Herbert Walker Bush a dit « Hé, on devrait jeter un œil à ce type. » Eh bien, ceux d'entre nous, à la CIA qui connaissaient Chalabi écrivaient jusqu'à s'en user les doigts en disant « C'est une énorme erreur. Ce type est un criminel. Il va nous dépouiller, c'est un menteur. Il invente tout. » Et puis, l'argent que nous avons commencé à verser au Congrès national irakien, qui était ce groupe d'opposition irakien en exil dirigé par Chalabi, a commencé à disparaître. Et finalement, quand 6 millions de dollars de la CIA n'ont pas pu être justifiés, la CIA a émis ce qu'on appelle un avis de rupture contre Chalabi, interdisant à tout agent de la CIA partout dans le monde d'avoir le moindre contact avec Chalabi. Tu es grillé, c'est fini pour toi. Eh bien, ce que Chalabi a fait, c'est que il a renforcé ses relations avec le Parti républicain en disant « Si ces gauchistes comme George Herbert Walker Bush ne veulent pas de moi, peut-être que les Dick Cheney de ce monde m'accepteront. » Après la fin de l'administration Clinton et la victoire de George W. Bush, avec Dick Cheney vice-président et Don Rumsfeld secrétaire à la Défense. Ils aiment ce que Cheney leur fournit, Cheney leur donne ses renseignements, c'est tout ce qu'ils veulent entendre. Saddam possède des armes de destruction massive et compte les utiliser contre les États-Unis. Saddam va lancer une attaque contre le Koweït à nouveau. Saddam va attaquer les Saoudiens. Saddam va attaquer la base militaire américaine en Jordanie ou la base militaire américaine en Turquie. Rien de tout cela n'était vrai. Il inventait tout simplement
Alors nous sommes allés voir Cheney et nous lui avons dit « Écoutez, ce type est un menteur notoire, c'est un fabulateur connu, c'est un voleur, et tout ce qu'il dit n'est pas fiable. » Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit à Chalabi de commencer à faire ses rapports par l'intermédiaire de l'attaché de défense américain à Amman. Alors nous avons commencé à recevoir ces messages classifiés appelés Department of Defense Intelligence Report, c'est-à-dire les rapports de renseignement du département de la Défense. Oui, et il disait que des armes de destruction massive avaient été trouvées à telle ou telle coordonnée. Et on se disait, oh mon Dieu, quelle est la source de ce rapport? Alors j'appelais le Pentagone et je regarde le Department of Defense Intelligence Report 12345 qui en est la source. Nous ne sommes pas autorisés à vous communiquer cette information. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis de la CIA, vous devez me le dire. C'est une source particulièrement sensible. On se dit, c'est du grand n'importe quoi, c'est Chalabi. Alors, on a passé le mot dans le reste de la communauté du renseignement. Vous ne pouvez pas vous fier à ces Department of Defense Intelligence Report, tout est inventé. Mais c'était l'information que le Pentagone utilisait pour justifier l'attaque en Irak. Tout était falsifié. Pour compliquer encore les choses, c'est très important parce que cela montre que l'Irak, dans la perception de Washington, n'était qu'un tremplin pour une invasion bien plus vaste, pour un objectif plus vaste. Celle de l'Iran qui serait alors en fait bien plus difficile à prendre justement parce qu'il était plus grand et militairement plus fort. L'idée messianique que les Irakiens allaient en célébrer la chute de Saddam Hussein. Accueillir les Américains comme des héros démontre cette totale myopie que les Américains avaient de la réalité et d'eux-mêmes. Ils croyaient sincèrement non seulement que l'Irak serait une promenade de santé, mais aussi qu'ils seraient vus comme des héros libérateurs. Et tout cela de manière très facile et rapide. Et qu'en moins d'un an, ils marcheraient déjà dans la capitale de l'Iran, qui est Téhéran. Cette illusion venait en partie du fait que, dans les années 90, les États-Unis menaient des guerres faciles à gagner. À l'exception bien sûr des opérations en Somalie, mais ils évitent d'en parler autant que possible. Après la crise morale du Vietnam, les Américains ont passé les années 70 et 80 à se réinventer militairement. Le risque d'un effondrement de leur structure militaire face à une supposée Union soviétique hyperpuissante, dont on a découvert plus tard qu'elle ne l'était pas tant que ça, était considéré comme réel et immédiat. Mais l'un de nos A et Barata contre les forces irakiennes au Koweït, puis lors des campagnes en Yougoslavie. Ils ont donné l'impression, à de nombreux analystes militaires, pas seulement américains, que l'avenir de la guerre serait hautement technologique. Ainsi, les capacités militaires américaines surpassaient largement tout autre rival mondial. Et cela ferait en sorte qu'aucun pays ne puisse s'opposer aux États-Unis. Alors, l'idée de vaincre les forces affaiblies et épuisées de Saddam Hussein semblait quelque chose de simple. Après tout, ce que les Irakiens avaient en 2003 n'était qu'une ombre de la puissante armée irakienne du début des années 90, qui, en plus d'avoir été pulvérisée une décennie plus tôt au Koweït, subissait maintenant encore 10 ans de sanctions et d'embargos sévères qui avaient dévasté l'infrastructure irakienne. Tout était réuni pour que ce soit facile et pour faire de l'Irak une plateforme contre le véritable rival des Américains au Moyen-Orient. Le problème, c'est que renverser les forces régulières du gouvernement irakien a finalement été facile, un objectif atteint en 2 mois. Mais gérer les restes des Irakiens sunnites et les milices chiites approvisionnées et entraînées par l'Iran a été un cauchemar. L'Irak n'était pas un pont à construire en moins d'un an, mais un lamassu qui a coûté cher et a piégé les États-Unis pendant plus de 10 ans. Qu'au final, dans ce conflit indirect avec l'Irak, les Américains ont fini par être vaincus. La guerre entre l'Iran et les États-Unis n'est jamais vraiment venue sous la forme directe que l'on imaginait, mais indirectement, l'Iran a infligé d'importantes défaites militaires et politiques aux Américains. Les signes que cela serait un désastre, cependant, avaient déjà été ignorés par Washington bien avant la guerre. Dès 2002, lorsque l'exercice Millennium Challenge de 2002 a été mené, qui était une simulation militaire, la simulation militaire la plus ambitieuse et coûteuse de l'histoire américaine jusqu'alors. Cette simulation plaçait les militaires américains dans l'équipe bleue, avec des capacités projetées pour 5 ans dans le futur de l'époque contre un adversaire potentiel sans nom,
représentant l'équipe rouge, avec le résultat escompté afin d'informer les futures décisions stratégiques et d'acquisition. La controverse sur l'exercice a éclaté aussitôt. Aussi, lorsque la force d'opposition, cette équipe rouge qui était censée représenter l'Iran, a appris que les résultats étaient en nez scénarisés, pour garantir que les forces américaines allaient en gagner quoi qu'il arrive, ce qui enlève tout le sens à cette simulation. En écrivant en septembre 2002, le chroniqueur du New York Times, Nicholas Kristof, a averti que cela aurait dû nous donner une leçon claire en rapport avec l'Irak. L'arrogance tue. Pourquoi a-t-il dit cela ? Le chef de la force d'opposition, l'équipe rouge, qui représentait l'Iran, était le général de corps d'armée à la retraite des Marines, Paul Van Ripper. Développé sur 2 ans, pour un coût de 250 millions de dollars, il allait prendre de l'ampleur. Pour cet exercice, 13 500 membres du personnel ont participé, répartis sur 17 sites de simulation et 9 sites d'entraînement réels. Il a été présenté par des officiers du Pentagone, comme une démonstration de technologie de pointe. Et il visait à fournir aux commandants une connaissance dominante du champ de bataille afin de mener des opérations rapides et décisives contre de futurs adversaires. Plus précisément, encore une fois, les Iraniens. Cependant, les forces rouges dirigées par le général Van Ripper ont facilement coulé tout un groupe de combats de porte-avions lors de la simulation, alors que cette équipe rouge était censée représenter un pays matériellement inférieur du Moyen-Orient, et cela seulement dans les 2 premiers jours de la simulation. De plus, il a adopté une stratégie asymétrique. Il a utilisé des méthodes anciennes pour échapper aux réseaux sophistiqués de surveillance électronique de ses adversaires, utilisant des messagers à moto pour transmettre instantanément des ordres aux troupes de première ligne. Des signaux lumineux datant de la Seconde Guerre mondiale, pour lancer des avions sans communication radio et des bateaux de pêche, utilisés comme plateforme de lancement pour des missiles anti-navires qui surpassaient en soi les plateformes elles-mêmes. Il a utilisé de petits bateaux pour localiser la flotte adverse le 2e jour de l'exercice. Lors d'une attaque préventive, il a lancé une salve massive de missiles de croisière qui ont submergé les capteurs électroniques des forces bleues et détruit 16 navires de guerre. Cela comprenait un porte-avions, 10 croiseurs et 5 des 6 navires amphibies. Un succès équivalent dans un conflit réel aurait entraîné la mort de plus de 26 000 militaires américains. Peu après l'offensive des missiles de croisière, une autre partie importante de la marine adverse a été coulée par une armada de petits bateaux rouges qui ont mené des attaques conventionnelles et suicides. Ils ont tiré parti de l'incapacité de l'équipe bleue à les détecter aussi bien que prévu. Autrement dit, la simulation, qui devait montrer la large supériorité américaine face à un Iran militairement inférieur, a été un véritable échec. Mais comme le plan devait être suivi à tout prix, la simulation a donc été relancée, cette fois avec de nouveaux paramètres. Autrement dit, ils ont littéralement triché. Et l'équipe bleue qui représentait maintenant les Américains a fini par gagner. Mais comme l'univers et la réalité géopolitique s'imposent de toujours à toute idéologie, rapport ou volonté politique, les Américains, dans la vie réelle, se sont retrouvés coincés en Irak et en Afghanistan, et n'ont pas réussi à rassembler les forces nécessaires pour envahir l'Iran, précisément parce qu'ils ont compris que ce serait un désastre. Quoi qu'il en soit, cette conversation dans le podcast américain de Dalton Fisher, ajoutée à d'autres déclarations de militaires, d'autres agents de la CIA et d'anciens hommes politiques de l'époque, montre que la paranoïa iranienne de croire qu'ils allaient être attaqués. À l'ouest depuis l'Irak, à l'est depuis l'Afghanistan et au sud par la marine américaine, c'était en réalité bien réel. C'était bien le plan. Et la proactivité iranienne consistant à occuper les Américains en Irak en utilisant leurs milices chiites a été en fait une décision stratégique qui a empêché qu'ils soient les prochains après la chute de l'Irak. Aujourd'hui, il est certain que l'entrée des États-Unis en Irak fut l'un des plus grands désastres historiques. Les Américains ont finalement cédé le leadership du Moyen-Orient aux Iraniens, offert 20 ans de répit aux Chinois chiites et se sont renforcés dans le Pacifique, leur véritable zone d'intérêt géostratégique. Ils ont accru le sentiment anti-américain dans le monde, en particulier l'extrémisme islamique, et ont renforcé l'autoritarisme dans leur propre pays sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Une structure de sécurité qui, aujourd'hui, a fini par être récupérée et utilisée contre le citoyen américain moyen lui-même.
À l'avenir, ne doutez pas que la guerre d'Irak sera en effet rappelée comme un véritable désastre. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous, pour aider la chaîne Géopolitique mondiale à continuer de grandir. À bientôt et à la prochaine vidéo.